Un grand merci. Merci à Sylvien qui a fait de magnifiques supports de communication. Donc on est sur les 4e de couverture de différents magazines. Je découvre toute la force de communication. Un immense merci aux collègues. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai un grand plaisir à organiser cette conférence, parce que c'est un peu aussi ma manière de vous dire au revoir, vous le savez. Donc les étudiants, à la fin, on fera une photo tous ensemble. C'est une conférence qui me tient beaucoup à cœur, puisque je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai investi depuis 2016 des différentes promotions d'étudiants dans des travaux aussi d'immersion pédagogique, ce qu'on appelle la pédagogie innovante. Donc, je vous montrerai ça progressivement. Tout d'abord, à titre de mot de bienvenue, je tiens aussi à saluer différentes personnes qui sont venues, à commencer par Madame Jalabert, qui vient ici représenter Madame la Présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment de nous honorer de votre présence. Je remercie également la représentation diplomatique d'Australie. Je remercie également les collègues qui sont ici, notamment avocats, magistrats, bien évidemment les collègues de l'UNC, avec qui j'ai eu plaisir à travailler, les collègues aussi des ONG qui sont également présents, et bien sûr mes chers étudiants, la première, deuxième, troisième, quatrième année. Je compte sur vous à la fin, ne partez pas. Je tiens à prendre ma photo souvenir de la Nouvelle-Calédonie avec vous. Alors, je vais vous faire quelques propos introductifs à cette conférence qui est un peu particulière. Alors, pour celles et ceux qui pensaient voir des personnes ici, je ne peux pas les faire venir. Donc, nous avons une conférence sous forme de vidéo, un peu comme quand on fait des webinaires. Et c'est plus économique. Alors, je vais mettre un petit peu dans le noir pour que vous puissiez voir davantage les slides. Alors, j'ai quelques propos introductifs à vous proposer. Déjà, pour poser les deux systèmes de protection des droits de l'homme dont on va discuter ensemble. Donc, je vous propose ici de parler de deux choses. Déjà, bien voir un peu en quoi consiste le système des droits de l'homme et ce processus d'internationalisation, parce que là, on va parler de deux avis consultatifs. Tous les mots seront expliqués dans les vidéos. Donc, je vais juste doser ce que je vous dis ou pas. Le premier, on va commencer par l'avis consultatif numéro 32, délivré le 3 juillet de cette année par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et le deuxième avis consultatif que l'on va étudier, c'est l'avis consultatif du 23 juillet 2025, intitulé par la Cour internationale de justice, intitulé « Obligation des États en matière de changement climatique ». Alors, il faut que je vous prenne quand même quelques temps pour parler des processus d'internationalisation des droits de l'homme, puisque vous n'avez pas tous fait des droits de l'homme. Eh bien, ce mot, ça signifie qu'à un moment, donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, nous avons décidé de greffer le concept de droits de l'homme à l'échelle universelle. Et c'est ça qui a lancé le processus d'internationalisation des droits de l'homme. Il y a plusieurs processus d'internationalisation des droits de l'homme qui ont coévolué de manière simultanée. Là, je vous ai mis sur la droite une photo du Palais des Nations qui est basé à Genève, puisque c'est à Genève qu'aujourd'hui l'organe principal, tout ce qui est Conseil des droits de l'homme, le suivi de différentes conventions a lieu. Donc c'est à Genève. Et pour les étudiants, c'est extrêmement intéressant parce que vous n'avez pas la difficulté de la langue. La langue utilisée principalement, c'est le français. Lorsque vous allez à New York ou au PNUE à Nairobi, ce sera plutôt l'anglais. Et vous avez, dans ce cadre-là, donc je vais tout vous expliquer les différents textes après, dans les grandes lignes, quand on parle du Palais des Nations à Genève, quand on parle du processus d'internationalisation des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, on parle d'un processus d'internationalisation à l'échelle universelle. Chaque État qui a ratifié la Charte de San Francisco de 1945 a reconnu l'existence de la Cour internationale de justice, a un siège au Palais des Nations. Et le processus d'internationalisation des droits de l'homme, dans le cadre des Nations Unies, a commencé avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. On en reparlera après des textes. Voilà pour ce premier processus. Une photo qui n'est pas de bonne qualité lorsqu'elle est en grande image, mais cette salle, elle est très connue. C'est la salle du Conseil des droits de l'homme. Bien évidemment, tout ça, c'est un cours à part entière, donc il y a différentes institutions, différents mécanismes de suivi. Voilà, là, on est à Genève et on est dans le processus d'internationalisation à l'échelle universelle. Alors, je me suis permise de mettre une petite photo parce que j'étais très fière d'aller au Costa Rica et d'aller à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il faut voir qu'il y a d'autres processus d'internationalisation des droits de l'homme au niveau régional. Quand on parle de région, c'est de région du monde. Donc, je vous ai mis à gauche
une photo de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc les étudiants dès la première année, on a déjà étudié des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et elle est basée à Strasbourg. Elle relève d'un système européen qui est le Conseil de l'Europe, à distinguer de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir. Le Conseil de l'Europe, les mots-clés, c'est démocratie, état de droit et droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme est l'instrument judiciaire qui garantit le bon respect du droit européen des droits de l'homme dans le système du Conseil de l'Europe. D'accord ? Le deuxième processus d'internationalisation à l'échelle régionale des droits de l'homme, c'est au niveau du système américain. Et c'est là où j'ai mis la petite photo, vous en verrez d'autres de suite après, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme que j'ai pu visiter à une époque où elle avait rendu un avis consultatif en 2017, donc là c'était en 2019, et ils avaient enfin parlé du droit des générations futures. J'avais pu échanger avec les magistrats, certains magistrats de cette cour, et parler de la question du droit des générations futures. Je vais y venir de suite après, plus dans les détails. Donc, premier processus, tout ça c'est simultané, hein. Et un qui est un processus un peu plus tardif, je vous ai mis une photo de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a adopté une charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans les années 80. Et là, la grande avancée qu'il y a dans ce système-là, c'est que le droit, la question du droit de l'environnement, il est déjà intégré dans les années 80. Ce qui n'était pas le cas dans les deux premiers systèmes. Et donc, il y a différents moyens d'interpréter et de faire vivre les conventions pour intégrer la question de la protection de l'environnement. Donc, bienvenue à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui va faire l'objet de l'étude de notre première session. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est une petite maison coloniale basée à San José du Costa Rica. Vous avez ici la salle d'audience historique, qui est maintenant la salle d'audience que vous voyez au milieu, qui est celle qu'on a en photo par rapport à l'avis consultatif que l'on va étudier. Et sur le haut, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer, pour les étudiants surtout, vous voyez, ça c'est le bureau ovale où ils vont travailler, les magistrats, et derrière vous avez les cabines de traduction. Dès qu'on est dans une dimension internationale, que ce soit une conférence ou un travail dans une juridiction internationale, vous avez toujours cette présence des traducteurs pour assurer la bonne compréhension du sujet. Alors, un autre propos introductif à présent, vous avez bien vu le processus d'internationalisation des droits de l'homme à l'échelle universelle, ça ce sera la Cour internationale de justice, et nous on va juste parler au niveau de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ok ? Maintenant, je voudrais vous parler de génération de droits de l'homme. Alors, c'est pas une expression qui emporte forcément l'adhésion de tout le monde, mais ça a le mérite d'être pédagogique dans le sens où il faut comprendre qu'à chaque grande époque, on a proclamé des droits de l'homme par rapport à une résonance, à la conscience de notre époque par rapport à ce moment-là. Je vais vous expliquer tout ça. Il faut aussi savoir que ce concept de droits de l'homme, c'est ce que disait professeur Mireille Delmas-Marty, qui était ma mentor, professeur au Collège de France. Les droits de l'homme, il faut bien comprendre, ça a été impulsé par le bas. C'est-à-dire, c'est venu à l'origine à l'échelle de l'État-nation. Et après, ça a été transposé à l'échelle universelle. Processus d'internationalisation des droits de l'homme. C'est pas quelque chose qui est venu par le haut. Par exemple, le droit de l'environnement, il a été impulsé par le haut. Il a été d'abord impulsé à l'échelle universelle, ce qui fait qu'on a un droit commun de l'environnement, malgré nos différences culturelles. Donc, les droits de l'homme, reprenons juste les bases en droit français, impulsé par le bas, au niveau de l'échelle de l'État-nation. Première génération des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Après, je vais vous les développer un peu plus. L'époque, quand je vous parle que c'est en résonance avec la conscience de l'époque, il suffit en fait à chaque fois de lire les préambules de chacun de ces textes. Parce que chaque préambule résonne par rapport à l'esprit de l'époque. Quand on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça commence par « considérant que l'ignorance et l'oubli sont les seules causes des malheurs publics ». Je peux vous dire qu'au quotidien, l'ignorance et l'oubli, toujours aujourd'hui, sont à l'origine de bien des malheurs. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a permis de proclamer la première génération des droits de l'homme, que l'on appelle les droits civils et politiques, que je vais vous expliquer de suite après. La deuxième génération des droits de l'homme, elle a été reconnue à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans le préambule de la Constitution de 1946. Ce préambule de la Constitution de 1946
a consacré, vous voyez en dessous, je vous ai mis 2 petits ouvrages, Les Jours heureux, programme du Conseil national de la résistance. Alors les étudiants, si vous ne l'avez pas écouté, vous avez des super émissions sur France Inter. Le CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Les résistants se sont réunis, quelles que soient leurs idées politiques, sous l'occupation, au péril de leur vie, pour imaginer quelles seraient vos valeurs, vos droits fondamentaux lorsque la France serait libérée. Et ça a donné des droits, la 2e génération des droits économiques et sociaux qui sont dans le préambule de la Constitution de 1946. Puis on a changé de république, mais dans notre Constitution du 4 octobre 1956, on a intégré, on a reconnu ce texte qui est toujours à valeur constitutionnelle. Les années passent, on arrive en 2004, Jacques Chirac est président, et il est convaincu que le moment est venu de reconnaître des droits et devoirs fondamentaux à l'égard de l'environnement, à l'égard des générations futures, à l'égard de l'équilibre de la planète. Donc il a été, des fois il y a certains articles, notamment sur le principe de précaution, qui ont été arrachés de lutte grâce à Dominique Bourg, grâce à des professeurs d'université. Donc voilà les 3 grands textes qui font les 3 générations à l'échelle du droit français. Maintenant, ce que je vous propose, parce que nous, on va faire du droit international, c'est de vous expliquer comment ça a été transposé. Alors, les droits de la première génération, ce sont les droits civils et politiques, ce qu'on appelle les droits de, la liberté de. Donc, nous, je vous l'ai dit, c'est dans la DDHC de 1789, et je vous ai déjà parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à l'heure, on a vu Eleanor Roosevelt présenter la DDHU. Eh bien, la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949, c'est ce qu'on appelle du soft law, c'est une déclaration. Et c'est devenu du droit international de l'environnement à part entière avec l'adoption du PIDCP pour Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Parmi ces droits ces libertés il y a la liberté d'aller et venir, il y a la liberté de la presse, la liberté de pensée, de religion, le droit de vote, le droit de propriété. OK ? Moi, je vous ai expliqué mon travail tout à l'heure en conclusion, c'est de les décliner au transgénérationnel, mais n'allons pas trop vite. 2e génération de droits de l'homme, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Nous allons entendre la rapporteure spéciale, la première rapporteure spéciale des droits économiques, sociaux et culturels auprès justement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme de suite après. Ces droits de la 2e génération, on les appelle les droits A. Ce sont des droits qui sont donc insérés dans le préambule de la Constitution de 1946, merci aux résistants, au CNR. En droit international, un pacte qui a été également ouvert à la signature et adopté en 1966 au niveau des Nations Unies, le PIDES, qui veut dire le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et je vous ai mis différents exemples de droits économiques, sociaux et culturels. Le droit au travail, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à l'éducation, à la santé, à fonder une famille, le droit de participer à la vie culturelle. Voici les droits de la 2e génération. Ces 2 premières générations de droits sont relativement déjà arrivées à maturité dans leur défense, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle universelle. Quant aux droits de la 3e génération, ces fameux droits et devoirs, j'insiste bien, et devoirs qui sont tout aussi fondamentaux. Il y a donc en droit français la charte constitutionnelle. On dit la charte constitutionnelle de 2004, mais elle a été adoptée en 2005, donc l'un et l'autre sont équivalents. Alors, le droit de l'environnement, je vous l'ai dit, ça a été impulsé par le haut. Et ça a été impulsé par des sommets, les sommets de la Terre en 1972. Depuis 1972, tous les 10 ans, on tient des sommets de la Terre, des ONG, des États, des personnalités du monde entier se mettent au chevet de la Terre. Et en 1972, ça a été un vrai tremblement de terre, puisque pour la première fois, des victimes de la catastrophe de Minamata, des victimes transgénérationnelles et des victimes de la pollution massive au mercure dans cette baie de Minamata au Japon se sont déplacées et ont donné à voir qu'on pouvait être victime neurologique d'une pollution environnementale. Et donc, progressivement, le droit international s'est construit, je vous l'ai dit, à l'échelle universelle. Ça a été impulsé par le haut, d'abord par des textes de soft law, des déclarations de principes, la déclaration de la Terre. Puis, le droit international public a commencé à poser des principes, comme le principe d'utilisation non dommageable du territoire national, qui est du droit international public dur. Le droit international de l'environnement a acquis ses lettres de noblesse au tournant des années 80.
Mais on ne peut pas avoir de véritable droit international sans conscience environnementale suffisamment mûre, sans formation suffisamment poussée, que ce soit des avocats, des magistrats et bien sûr le rôle majeur porté par les étudiants. Et dernièrement, pour que vous voyez ce mouvement d'accélération non seulement des consciences, maintenant les consciences environnementales, elles sont acquises. Je vois clairement la différence entre le moment où j'ai commencé ma thèse sur le droit des générations futures. On disait, mais il n'y a pas assez à faire avec les générations actuelles, mais c'est quoi ce sujet de thèse? Et maintenant, les étudiants veulent faire des formations de droit des générations futures. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, ça donne beaucoup d'espoir. Et les jeunes sont porteurs d'espoir. Et vous aurez à écouter deux jeunes qui sont maintenant professionnels, mais qui sont dans la campagne internationale des jeunes du Pacifique par rapport à tout cela et qui vont vous expliquer ce que vous pouvez faire. Les 2 résolutions des Nations Unies, d'abord une résolution qui a été adoptée dans cette salle au Conseil des droits de l'homme, que je vous ai montré avec le toit bleu, là, la peinture bleue. Ils ont ouvert la voie, le Conseil des droits de l'homme, à reconnaître par résolution le droit à un environnement propre, sain et durable. Et ça a été repris à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc là, si vous regardez l'actualité, vous avez vu des déclarations de chefs d'État. Donc cette Assemblée générale aux Nations unies, où tous les États qui sont signataires, quasiment tous, sont représentés et ont un siège. Et sont listés par ordre alphabétique. Hein. Donc c'est assez intéressant quand on est dans ce genre de conférence. Et les exemples de droits et devoirs environnementaux, ce sont des droits et devoirs envers l'environnement et les générations futures. Donc c'est là que se situe ma spécialité. Notamment, dernièrement en France, il y a une QPC, le Conseil constitutionnel a reconnu ce droit des générations futures. Une meilleure prise en considération des droits des peuples autochtones et cette question du droit à un environnement propre, sain et durable. Il faut savoir qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ce mouvement est également à l'œuvre. Voilà, pour ces propos introductifs, je pense que c'était important de vous expliquer de quoi on va parler, de quel système des droits de l'homme, et on va commencer, je vous propose de commencer par Soledad Munoz, qui est la première rapporteure des droits de la 2e génération, donc je vais faire juste une petite manipulation vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Soledad García Muñoz, avocate internationale en droit humain, Distinguished Fellow à l'Institut de droit humain de Georgetown Law et première rapporteuse spéciale sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la Commission interaméricaine des droits humains de 2017 à 2023. Et je remercie vivement à les organisateurs pour cette invitation et pour l'initiative de mettre en dialogue des avis consultatifs historiques, celui de la Cour interaméricaine des droits humains et celui de la Cour internationale de justice. L'avis consultatif 32 de 2025, demandé par le Chili et la Colombie, est un tournant historique et c'est l'avis consultatif qui a suscité le plus de participation dans l'histoire du système interaméricain. Il affirme que les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, les DSCA, comme on dit en espagnol, ont la même valeur et la même force contraignante que les droits civils et politiques. La Cour consacre le droit à un environnement sain comme un droit fondamental, un droit essentiel à la dignité humaine et celle de la nature, un droit indispensable à la vie, à la santé, à l'eau, à l'alimentation, au logement. Il s'agit d'une avancée majeure pour l'indivisibilité des droits humains et environnementaux, thème sur lequel j'ai justement présenté avec la professeure Erin Daly un amicus curiae à la Cour. L'avis consultatif 32 introduit des éléments profondément novateurs comme la protection renforcée des défenseurs et défenseuses de l'environnement, la reconnaissance des droits de la nature et une lecture transgénérationnelle des droits et devoirs des États. Il s'agit, à mon avis, d'une révolution juridique et culturelle qui place la durabilité de la vie humaine et naturelle au cœur du système interaméricain. Et cet avis s'inscrit dans un processus qu'on peut définir comme l'interaméricanisation de la protection des DSCA. Et en 2020, la Commission interaméricaine et la REDESCA ont adopté la résolution 3 de 2020
sur l'urgence climatique et les droits humains. J'ai eu l'honneur de conduire ce travail collectif et nous avons affirmé que l'inaction climatique constitue une violation des droits humains. Et nous avons défini là des obligations claires. Parmi celles-ci, réduire drastiquement les émissions, assurer des transitions justes, tenir les entreprises responsables de la crise climatique. D'ailleurs, la Cour reconnaît également comme antécédent les rapports sur les entreprises et les droits humains, normes interaméricaines, que j'ai également eu l'honneur de diriger pour la Commission. L'avis consultatif 32 reprend ces standards et les simplifie, confirmant un dialogue fécond entre la Commission et la Cour interaméricaine. Permettez-moi d'insister sur un point crucial, la situation des défenseurs et défenseuses de l'environnement. Dans l'Est Amérique, protéger la nature signifie trop souvent risquer sa vie. La région reste la plus dangereuse au monde pour des acteurs et actrices essentiels. Ils subissent menaces, harcèlement, criminalisation et trop souvent des assassinats. L'avis consultatif 32 leur accorde une reconnaissance spécifique et offre un outil juridique puissant pour des États qui assurent leur protection et qui garantissent leur participation effective aux décisions qui concernent leur territoire. L'avis consultatif 32 de 2025 n'a pas seulement une portée régionale, et à mon avis, il constitue aussi un référentiel international. Ces principes offrent des orientations claires aux politiques publiques nationales, comme les domaines de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, de l'eau, du logement et des politiques sociales. Ils fournissent également une base solide pour les décisions judiciaires des tribunaux internes et aidant les juges nationaux à interpréter leurs constitutions et leurs lois à la lumière des droits humains et de l'urgence climatique. Mais son influence va encore plus loin. Cet avis est une source d'inspiration pour d'autres systèmes régionaux, même pour les Nations Unies. Et je pense notamment au système africain, où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples mène actuellement un processus similaire pour adopter une opinion consultative sur les obligations des États face au changement climatique. Et ainsi, l'avis consultatif 32 illustre la puissance du dialogue jurisprudentiel entre régions. Il renforce une dynamique mondiale d'internormativité où chaque système enrichit l'autre au service d'une protection universelle des droits humains et de la planète. En conclusion, l'avis consultatif 32 n'est pas seulement une avancée juridique, c'est un appel éthique et politique, un appel à transformer nos modèles de développement, un appel à placer la dignité humaine et de la nature au centre, un appel à agir dès maintenant pour les générations présentes et futures. Avec l'avis consultatif 32 de la Cour interaméricaine et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, nous entrons dans une nouvelle ère du droit international des droits humains et de l'environnement. Et c'est pour ça que c'est un véritable plaisir pour moi d'être dans ces colloques et je vous souhaite tout le meilleur pour les discussions. Et bien sûr, je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. À bientôt. Soledad, on a travaillé ensemble quand elle était donc rapporteure spéciale. Il faut juste que je précise deux petites choses sur son intervention. Elle vous a expliqué comment son travail en tant que rapporteur et son travail qui était soumis à la Commission interaméricaine, qui est le filtre en fait. Aucune affaire ne peut aller directement devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme basée au Costa Rica sans passer par le filtre de la Commission, et la Commission composée d'experts, et ça elle est basée à Washington. Donc elle a travaillé énormément, elle a fait des rapports, elle a poussé ce qu'on peut vous appeler la doctrine en droit français, mais c'est plus que cela, c'est des études. Et son travail a été magnifiquement aussi consacré par l'avis consultatif de la Cour interaméricaine. Autre mot-clé qu'elle a employé, c'est le mot d'internormativité.
L'internormativité, c'est l'influence des normes entre elles. Alors on peut avoir une approche comme le doyen Carbonnier d'internormativité entre les normes sociales et le droit. Le doyen Carbonnier a vraiment réformé la pensée doctrinale en France en intégrant une sociologie juridique, ce qui n'était pas du tout traditionnel à l'époque. Mais il y a aussi là, vous l'avez compris, quand je vous ai présenté les différents processus d'internationalisation des droits de l'homme, il y a de l'internormativité entre l'universel, le régional interaméricain, le régional européen, et actuellement, les mêmes dynamiques ont lieu au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc les jeunes qui ont milité, qui ont œuvré pour la campagne dans le Pacifique, là, ils sont en train de s'organiser aussi en Afrique. Mais n'allons pas trop vite, restons devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. On a une seconde présentation. Cette seconde présentation est du professeur Gonzalo Aguilar de l'Université du Chili. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier à la professeure Émilie Gaillard de m'avoir invité et pour faire cette présentation sur l'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur l'urgence climatique et les droits humains. Je suis le professeur Gonzalo Aguilar et professeur de droit international, droit constitutionnel et droit de l'environnement. J'ai divisé la présentation en deux parties. La première partie, très courte, est sur l'amicus curiae, qui a présenté le Centre international des droits comparés de l'environnement. Et la deuxième partie est sur quelques points forts de l'avis consultatif de la Cour interaméricaine. Première partie. Il faut se rappeler que le 9 janvier 2023, la République du Chili et la République de Colombie ont soumis une demande d'avis consultatif devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme concernant l'urgence climatique et les droits humains. Et la Cour, comme est habituel, a ouvert une période de présentation d'amicus curiae et le Centre international des droits comparés de l'environnement a présenté une amicus curiae et moi, en tant que membre du centre, et j'étais coordinateur de l'amicus curiae qui a été présenté devant la Cour interaméricaine. Qu'est-ce que c'est le CIDC? C'est le Centre international de droit comparé de l'environnement. Le centre est une ONG, c'est-à-dire une association scientifique régie par la loi du 1er juillet 1901, créée à Limoges en 1982 et composée par des juristes de l'environnement. Le président du centre est le professeur Michel Preyer, professeur émérite de l'Université de Limoges et directeur scientifique de CRIDO et de l'Université de Limoges, et est un juriste réputé, à mon avis, au niveau mondial, de l'environnement. Qu'est-ce qu'est un amicus curiae? Il s'agit d'un document, généralement de nature scientifique, par lequel les amis de la Cour, le plus souvent des experts, apportent des informations et des connaissances scientifiques spécialisées sur un sujet précis afin de contribuer à la réflexion de la Cour. L'amicus curiae peut être analysé de différents points de vue, le plus important à mon avis, comme une forme de diplomatie scientifique, comme une forme de participation du public, comme une forme de légitimation démocratique. Et plus importante encore, à mon avis, comme une forme de participation de la science fournissant des données fondées sur la meilleure connaissance disponible, favorisant une prise de décision plus rigoureuse et éclairée. Deuxième partie, une brève liste de points forts de l'avis consultatif de 29 mai 2025.
En premier lieu, un nouveau droit humain. Le droit à un climat sain. La Cour reconnaît le droit à un climat sain, c'est-à-dire le droit à un système climatique libre d'interférences anthropogéniques dangereuses pour les êtres humains et pour la nature dans son ensemble. En deuxième lieu, une obligation de jus cogens. Et ça, c'est très remarquable à mon avis. La Cour reconnaît que l'obligation de ne pas produire des dommages irréversibles au climat et à l'environnement est atteint le seuil d'une norme de jus cogens. En troisième lieu, est l'approche pro-actionnée. La Cour interaméricaine fournit des principes clés pour le développement futur du contentieux climatique, tels que l'approche pro-actionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'approche pro-actionnée signifie que la légitimation active dans un contentieux climatique doit être abordée d'une façon plus flexible. En quatrième lieu, la question de la diligence requise. La Cour affirme que dans le domaine du changement climatique, il existe le principe de la diligence requise renforcée. La Cour indique que l'obligation de respecter, de garantir les droits dans un contexte de changement climatique et aussi l'obligation positive d'agir, d'adopter des mesures de prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être réalisées avec la diligence requise renforcée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi dans l'avis consultatif numéro 31-2024 du Tribunal international du droit de la mer. Et finalement, le droit à la science. Ça, c'est quelque chose de très remarquable aussi. La Cour interaméricaine signale que le droit à la science ne se limite pas seulement à l'accès aux bénéfices découlant de la science au sens strict. Il inclut également l'accès à la culture, plus précisément aux bénéfices pouvant découler d'une forme de connaissances liées à la culture, c'est-à-dire les connaissances locales, traditionnelles et autochtones. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tirer des conséquences très importantes. Pour terminer, quelques suggestions. D'abord, renforcer le dialogue des juges. Ensuite, consolider le contrôle de conventionnalité du corpus juris climatique et environnemental. Et finalement, développer le droit à un climat sain et stable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. On ne le voit pas, Gonzalo, il est tout petit, tout en haut, donc il est au Chili. J'ai trouvé que sa présentation, elle était très claire, assez complète par rapport à cela. Donc le CIDCE, je voudrais rebondir sur plusieurs choses. Le CIDCE, le Centre international de droit comparé pour l'environnement, il a des points de contact dans différents pays. Je ne pense pas qu'il y ait un point de contact à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. Il faudra vérifier ça. Sylvine, c'est qui? C'est toi? Ah bah si, alors le point de contact est là. Sylvine, tu peux te lever. Donc Sylvine est le point de contact du CIDCE. Et donc on travaille en réseautage tous ensemble. Et donc voilà, donc il y a le contact de Sylvine qu'il faudra diffuser par la suite. Excuse-moi, c'est par là qu'on se connaît en fait à la base. Donc moi je suis également comme Sylvine membre du CIDCE. Et en fait pour les étudiants ça vous intéresse aussi dans le sens où alors, ils ne peuvent pas vous financer de voyage, mais si vous trouvez la possibilité d'assister à une conférence internationale, le CIDCE peut vous donner une accréditation dans la mesure des places disponibles. Et donc, par exemple, dernièrement, il y a, vous pourrez voir sur le LinkedIn, une étudiante qui a fait le compte-rendu chaque jour de la conférence à laquelle elle assistait au Conseil des droits de l'homme pour le compte du CIDCE. Ensuite, avec les points de contact comme Sylvine, il y a des actions très concrètes qui peuvent être menées.
Là, c'est un amicus curiae, donc on en a soumis devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais on a aussi soumis devant la Cour internationale de justice. Donc l'amicus curiae, c'est un document écrit où on met notre expertise. Voilà, donc on a bientôt fini là-dessus parce qu'en fait, vous deviez avoir 2 autres vidéos qui ne sont pas arrivées. Un de nos intervenants, Michel Forst, rapporteur spécial aux Nations Unies sur les protections des défenseurs environnementaux, a eu un accident et donc il n'a pas pu préparer sa vidéo. Sur les défenseurs environnementaux, il faut savoir que l'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est extrêmement important. La plupart des défenseurs environnementaux qui sont menacés le sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale. On a estimé, donc c'est John Knox, ancien rapporteur spécial aux Nations Unies aussi sur droit et climat, droit et environnement, pardon, qui a estimé que en moyenne il y avait 4 défenseurs environnementaux par semaine qui étaient assassinés. Donc j'ai assisté à des réunions au PNUE où on travaillait avec la société civile internationale, où on travaillait avec les États, et pendant la réunion, des personnes qui levaient la main en disant on vient d'apprendre l'assassinat de telle personne, on vient d'apprendre l'assassinat de telle personne. Donc c'était une réalité qui a fait vraiment une éruption. Moi, la menace des défenseurs environnementaux, elle a fait irruption lors d'un colloque en 2015 en Afrique du Sud sur la question de la nucléarisation de l'Afrique, et donc nous étions en train d'expliquer le danger environnemental lié à l'exploitation du nucléaire. L'un de nos intervenants a été tiré à bout portant. Et on nous a montré les images de la voiture et c'était extrêmement impressionnant. Et donc ça, avec cet avis consultatif qui met vraiment en évidence la question de la protection des défenseurs environnementaux, vous avez bien compris que c'est pas du droit contraignant, c'est une impulsion, c'est une boussole et c'est une orientation qui ne vaut pas rien et qui explique les États, maintenant il va falloir agir pour les protéger parce que 4 assassinats par semaine, ça ne tient pas compte des intimidations sur la personne, intimidation sur le conjoint, intimidation sur la famille et bien évidemment de tous les processus de harcèlement. D'accord ? Donc c'est juste, entre guillemets, malheureusement, la phase émergée de l'iceberg. Pour conclure, vous avez un résumé analytique. Donc là, vous voyez, vous allez certainement reconnaître la salle d'audience que je vous ai montrée tout à l'heure avec tous les drapeaux. Plusieurs mots-clés sont importants. Donc je vais vous montrer avec... L'objet de l'avis consultatif, c'est vraiment de poser la question sur l'urgence climatique. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'audiences préalables, des audiences orales qui ont été tenues. Donc c'est vraiment historique au niveau de la participation, de l'organisation des auditions, de l'organisation de la soumission d'amicus curiae. On n'a jamais vu ça, que ce soit devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme que devant la Cour internationale de justice. Et on va certainement voir la même chose au niveau africain. Il faut savoir que le droit à un environnement sain est reconnu. L'approche des droits de l'homme au niveau du système interaméricain est très respectueux de l'approche des peuples autochtones. Et donc tout est interrelié tel un organisme vivant. Et ce système se distingue du système européen qui a davantage une approche libérale des droits de l'homme. Tout à l'heure, Soledad parlait d'interaméricanisation des droits de l'homme, on y est complètement là. Sachant que sur la question de cet avis consultatif, on reconnaît un tournant paradigmatique qui est la reconnaissance des droits de la nature. Vous savez que la Bolivie, l'Équateur, ce sont les premiers pays à avoir reconnu la nature en tant que sujet de droit au sein de leur constitution, qu'un mouvement global, alors à la fois citoyen d'un côté, ce qui a donné les tribunaux citoyens de la nature, qui ont lieu maintenant à chaque fois en marge des COP climat, maintenant en marge de COP biodiversité. Mais il y a aussi un grand mouvement qui a eu lieu au niveau des Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature. Et le programme Harmony with Nature a vraiment mis des points nationaux de contact d'experts sur les droits de la nature. Et donc ça, c'est un tournant paradigmatique, ça a été reconnu. La nature est sujet de droit. Et si on reconnaît la nature comme sujet de droit, elle peut avoir des droits tels que le droit d'avoir le temps de se régénérer. Donc ça ouvre vraiment une nouvelle époque pour les droits interaméricains des droits de l'homme. C'est une tendance internationale mais aussi canadienne puisqu'il y a une rivière qui a été reconnue au Québec sujet de droit. Et l'idée, c'est de renforcer l'interdépendance entre tous ces droits.
Tout est connecté et l'approche de ce droit à un environnement sain intègre aussi, bien évidemment, les savoirs autochtones, puisque cette approche holistique et de l'interdépendance de la nature, elle est partagée partout sur la planète. Là-dessus, j'avais eu des discussions avec ma mentor, Mireille Delmas-Marty, parce que, au final, quand j'écrivais ma thèse, je me disais, mais les droits de l'homme, on les a proclamés universels. Est-ce qu'ils étaient universels? Non. On a greffé, je vous ai expliqué le processus d'internationalisation des droits de l'homme. On a greffé le concept des droits de l'homme à l'échelle internationale. Puis ça a pris, etc. Mais il a fallu éduquer aux droits de l'homme. Et donc, il y a un moment donné, on se pose la question, mais est-ce qu'il existe des valeurs universelles? Parce qu'au final, il y a des différences de religion, des différences de culture, etc. Du terrain que j'ai fait, moi, ce qui m'a marqué, que ce soit les COP, les réunions de COP climat ou biodiversité, c'est que vous parliez avec une personne issue des peuples autochtones, Sami, une blonde aux yeux bleus du nord de l'Europe, avec une personne du Chili, qui est mon pays d'origine, avec une personne d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Australie, du Pacifique. Ils parlent tous la même langue. Ils parlent tous la même langue de la valeur de la protection de la mère-terre. Et là, c'est peut-être là qu'il y a une vraie valeur universelle. Et donc, ces avis consultatifs, c'est peut-être aussi une opportunité historique de réconciliation et de croisement des cultures pour enfin enrichir le droit avec ces savoirs autochtones. Donc, les décisions principales, c'est déjà d'avoir expliqué que l'urgence climatique est une menace existentielle de l'humanité. Quand je vous parle du droit des générations futures, mon expertise, je vous ai dit, le droit des générations futures, on le convie dans une seule situation, c'est en cas de risque existentiel. S'il n'y a pas de risque existentiel, on garde le droit actuellement réalisé pour le droit d'aujourd'hui. Le droit à un environnement sain, le droit à un climat sain est proclamé. Ça protège à la fois les générations actuelles, les générations futures et la nature vue comme un sujet de droit. C'est vraiment cette notion de sujet de droit, la nature comme sujet de droit, qui est importante. Il faut savoir que quand on va dans des conférences et qu'on voit des personnes d'Amérique du Sud, certaines personnes peuvent réagir violemment en estimant que les droits de l'homme est une marque de la colonisation, et c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu en France. Bon, bien, forcément, pays des droits de l'homme, hein, mais que j'ai découvert en échangeant sur le terrain. Et effectivement, par rapport aussi à cette question des valeurs, existe-t-il des valeurs universelles? Ça se défend des personnes qui n'ont pas du tout cette perception culturelle des droits de l'homme et qui ont vraiment un vécu au quotidien à entendre des messages de la nature, à avoir la capacité d'entendre les paroles de la nature, comme c'est le cas avec les Kogi. Hein. Vous savez, certains étudiants savent que je suis allée voir les Kogi, c'est leur cas. Et ce qui est intéressant avec les Kogi, c'est où qu'ils aillent sur la planète, le langage de la nature reste le même et ils peuvent l'entendre. Donc l'idée maintenant, c'est de dire qu'il y a une obligation d'anticiper les risques irréversibles, une obligation renforcée de protéger les défenseurs environnementaux. Donc là, cette orientation, c'est pas du droit qui va être convoqué a posteriori. Là, l'idée, c'est de renforcer le principe de précaution, le principe de diligence renforcée, le principe d'anticipation des assassinats, c'est-à-dire de protection des défenseurs environnementaux. Et on va créer certainement des nouveaux droits propre à la nature. C'est donc la fin, à vos souhaits, à vos amours, la fin de la première session. J'espère que vous êtes encore en forme parce qu'on va entamer, du coup, une seconde session. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Pas grand-chose à rajouter. Maintenant, on va entamer l'étude de l'avis consultatif intitulé Obligation des États en matière climatique. Alors, si on avait eu la possibilité, donc le consul général du Vanuatu vous adresse ses salutations, il ne peut pas être là ce soir, mais par exemple, quand je fais des conférences comme ça, pour la première session, on aurait invité qui au début? Forcément la mission permanente du Chili et de la Colombie, qui sont à l'origine de tout ce travail de diplomatie, c'est-à-dire de saisine de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et là, c'est la mission permanente du Vanuatu, donc c'est Monsieur Odo Tevi, avec qui on a déjà fait des conférences, qui est le représentant du Vanuatu à New York. Donc vous savez que chaque État, plus précisément le ministère des Affaires étrangères, a des bureaux, que ce soit à New York, que ce soit à Genève ou que ce soit à Nairobi, mais essentiellement à New York, et vont faire remonter des informations de qu'est-ce qui se passe aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, et
il y a ces échanges entre le ministère des Affaires étrangères et le bureau permanent. Donc concrètement, vous faites irruption là, où vous voyez qu'on voit ce qui s'appelle la diplomatie scientifique à l'œuvre, c'est-à-dire que les professeurs de droit, comme l'a fait Gonzalo, comme on l'a fait nous, on est dans le même monde, c'est d'écrire, c'est d'alerter les consciences, c'est de fournir des écritures scientifiques pour enrichir ces amicus curiae. Mais à la base, le droit international, c'est fait au niveau des États. Donc il faut qu'un État porte le projet. Donc là, on va rentrer dans une nouvelle dynamique. Comment le Vanuatu a réussi et s'est organisé pour que une campagne internationale parvienne à aboutir à la saisine de cette Cour internationale de justice à l'unanimité. J'y étais ce jour-là, c'était au mois de mars, et c'était historique. Nous allons entendre Anne-Sophie Vivier qui va se présenter elle-même, qui est conseillère juridique pour la mission diplomatique du Vanuatu. J'avais demandé à Monsieur Dréli Solomon d'intervenir, puisqu'on avait fait une conférence ensemble au Parlement européen, bien en amont de tout cela, à l'appui justement du vote aux Nations Unies. Donc Anne-Sophie Duvivier va vous expliquer la campagne menée par le Vanuatu et l'origine de l'origine. Bonjour, je suis Anne-Sophie Vivier, conseillère juridique auprès du programme de justice climatique du Vanuatu et également responsable des partenariats internationaux de ce programme. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous à l'occasion de ce séminaire organisé par Madame Émilie Gaillard, que je remercie pour cette invitation. Et je vais donc orienter cette brève présentation sur la question de l'initiative auprès de la Cour internationale de justice qui a été menée pour clarifier les obligations des États en matière de changement climatique. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de cette initiative et avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous rappeler que donc la Cour internationale de justice est l'un des organes des Nations unies et donc cela va expliquer également le dispositif qui a été mis en place pour la solliciter. La internationale de justice gère à la fois les différents entre-États dans le cadre de décisions qui sont émises dans le cadre de contentieux, mais peut également émettre des avis consultatifs, comme c'est le cas dans cette initiative. Le changement climatique, pour nous qui vivons dans le Pacifique, on le sait, est une crise existentielle, bien sûr. On, on a tous vécu des, des cyclones, des changements de notre environnement mais cette crise, eh bien, aussi impacte le monde entier et on peut l'entendre régulièrement dans les nouvelles. L'idée d'aller demander cet avis consultatif auprès de la CIJ a été menée à l'origine par l'État de Palau et cela remonte à 2011 qui avait lancé ce mouvement, mais qui a malheureusement été interrompu parce que cet État a reçu de très fortes pressions de la part des États-Unis qui contribue de façon très importante à l'économie de Palau. Et donc Palau, sous la pression des États-Unis, n'a pas mené à bien cette initiative qui a été reprise en 2019 à l'initiative
mouvement de jeunes étudiants de l'Université du Pacifique Sud. Et, excusez-moi, donc ces jeunes de l'Université du Pacifique Sud, à la demande de leur professeur de droit, devaient réfléchir sur ce qui pouvait être fait pour clarifier les obligations des États en matière de changement climatique. Et assez rapidement, leur est revenu cette option de demander à la CIJ de émettre un avis consultatif. De cette initiative qui est donc partie d'une salle de classe, ces jeunes ont constitué une association qui s'appelle Pacific Island Student Fighting Climate Change et qui est basée à Fidji et ont demandé au gouvernement du Vanuatu, parce que le campus de droit de l'Université du Pacifique Sud est basé au Vanuatu, ils ont demandé à rencontrer le gouvernement, en la personne du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était donc Monsieur Ralph Regenvanu, qui est actuellement ministre du Changement climatique, lorsque cette idée lui a été présentée, s'est intéressé et leur a suggéré de poursuivre leur plaidoyer et que le gouvernement du Vanuatu les soutiendrait. C'est alors engagé à partir de 2019 cette campagne diplomatique, tout d'abord au sein du Pacifique, avec donc le gouvernement du Vanuatu qui était fer de lance de cette campagne, mais également qui a construit une coalition avec 15 autres États, à la fois des États insulaires, mais également d'autres États du monde entier. Et c'est en fait ce groupe de 16 États en tout qui a donc réfléchi au contenu de la résolution qui devrait être approuvée par les Nations Unies pour ensuite permettre à la Cour d'émettre cet avis. Donc, ce travail autour de la résolution diplomatique a duré pendant 4 ans. Tout d'abord, donc, comme je le disais, au sein du Pacifique, mais après, c'est devenu un mouvement global avec aussi le soutien donc de cette association Pacific Island Student Fighting Climate Change, qui a été assez vite renforcée par une autre association qui s'est établie euh, en, avec une base en Europe qui s'appelle World Youth for Climate Justice, et plus précisément à La Haye, où est située la Cour internationale de justice, mais qui a permis de fédérer les jeunes du monde entier qui sont allés mener des actions de plaidoyer en direct auprès de leur gouvernement. Et c'est vraiment ce travail à la fois, bien sûr, diplomatique, étatique, mais également soutenu par la société civile, qui a permis en mars 2023 l'adoption à l'unanimité de la résolution de l'Assemblée générale demandant cet avis consultatif à la CIJ. Donc, je vais maintenant revenir sur les 2 questions posées à la CIJ. Ces 2 questions sont les suivantes. La première consistait à demander quelles sont les obligations des États en droit international pour protéger le climat et les générations futures. Donc, de cette question découle une deuxième question qui a été formulée de la façon suivante. Quelles sont les conséquences juridiques pour les États qui, par leur action ou leur inaction, causent des dommages au climat? Et notamment pour
les peuples les plus vulnérables et les petits États insulaires. Donc, il est très important de souligner que dans cette question, il s'agit donc d'une part de clarifier quelles sont les obligations des États en matière de climat, mais également quelles sont les obligations des États vis-à-vis des autres États, mais également vis-à-vis des populations et des communautés qui vivent dans ces États. Et ça, c'est très important de le souligner. La décision de la Cour qui a été rendue le 23 juillet 2025 euh, est historique à plusieurs égards. D'une part, la procédure juridique qui a commencé fin 2023 et donc jusqu'en 2025, donc 2 années, a été le nombre d'États qui ont participé à cette procédure dépasse la centaine. Il y a également de nombreuses organisations internationales, régionales, qui ont participé. Et donc, à cet égard-là, il s'agit d'un, euh, d'un jalon historique qui a été accompli. Et dans cette centaine d'États qui a participé, il faut souligner également que la majorité des États vient du Sud. Donc, ça signifie, et donc pour lesquels la participation à une procédure juridique auprès de la Cour internationale de justice était une démarche absolument nouvelle. La plupart de ces États, le Vanuatu, le premier, n'avaient jamais participé à une procédure auprès de la Cour internationale de justice. Donc c'est vraiment très important de le souligner parce que au cours des audiences qui se sont déroulées en décembre 2024, cela a été extrêmement fort. Je pense aussi bien pour les 15 juges de la Cour internationale que pour les États participants et leurs représentants. Donc cette décision, rendue le 23 juillet dernier, affirme que la protection du climat est une obligation juridique contraignante pour tous les États. Donc ça, c'est encore une fois un autre une autre étape très très importante parce que la Cour a indiqué que cette obligation juridique contraignante vaut pour l'ensemble des États, peu importe les traités qu'ils ont pu ratifier. Il s'agit d'une norme qu'on appelle de jus cogens et donc qui s'applique à tous les États, peu importe donc euh, les traités internationaux qu'ils ont pu ratifier. Et cette obligation juridique contraignante s'applique à la fois envers les autres États, mais également envers l'humanité tout entière et les générations futures. Donc cette décision représente un tournant absolument majeur dans la clarification de cette responsabilité juridique qui est maintenant clarifiée. Et à partir du moment où les États savent qu'ils ont des obligations et que ces obligations sont contraignantes, ils savent également que si ils ne protègent pas le climat, si par leurs activités ils polluent, ils peuvent engager leur responsabilité juridique. Donc, l'initiative qui avait pour objet de permettre de faire avancer cette question de justice climatique dans ce sens a tout à fait rempli sa mission. Euh, nous ne nous arrêtons pas là parce que cette décision de la Cour internationale de justice nécessite également d'être à nouveau approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un cycle. La Cour internationale est saisie par l'Assemblée générale et la décision de la Cour doit être
approuvée par l'Assemblée générale. Et cette nouvelle résolution sur laquelle nous travaillons actuellement au Vanuatu, mais également avec un certain nombre d'États alliés, nous souhaitons la faire passer d'ici la fin de l'année 2025. Donc le temps est compté, mais c'est important aussi que l'Assemblée générale des Nations unies se prononce rapidement sur ce sujet. Et ce que l'on souhaite également, c'est que au-delà de l'approbation de la décision de la Cour, l'Assemblée générale approuve également des mécanismes de mise en œuvre de cette décision, comme par exemple des fonds pour compenser les États qui souffrent de cette crise climatique. Donc, il s'agit vraiment de continuer de faire avancer le droit international et de se servir du droit international comme un catalyseur pour continuer de renforcer l'action politique et se servir du droit comme un outil de transformation de la société, puisque c'est absolument nécessaire. Donc, à ce stade, nous continuons de travailler de façon très étroite avec les deux associations que j'ai mentionnées au début de ma présentation, Pacific Island Student Fighting Climate Change and World Youth for Climate Justice. Et j'espère que certains d'entre vous seront intéressés pour rejoindre ces mouvements parce que c'est grâce à ce partenariat vraiment inédit entre les jeunes et un État, le Vanuatu, mais aussi d'autres États, que nous avons pu changer le sens de la conversation au niveau mondial. Et il faut continuer d'avancer ensemble. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via Madame Gaillard. Vous pouvez également entrer en contact avec Pacific Island Student Fighting Climate Change directement. Ils ont un site web et je vous invite à aller le consulter. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent séminaire. Au revoir. Quel travail de diplomatie qui a été mené avec ces allers-retours entre la salle de classe et l'État du Vanuatu, avec comme feuille de route de dire aux étudiants, bon, alors vous êtes de quel pays? Belgique, vous êtes de tel... Ok, donc vous allez faire du lobbying auprès de vos ministres des Affaires étrangères. Et vous dites ça à vos étudiants. Ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est votre job. Donc, je vais vous présenter deux de mes anciennes étudiantes de master. Vous savez que j'ai créé le premier master Génération Future et Transition Juridique à Sciences Po Rennes, campus de Caen. Elles ne sont plus étudiantes, elles sont diplômées, elles sont chargées de plaidoyer, elles vont se présenter elles-mêmes. Donc, le début de leur vidéo fait un peu doublon avec celle d'Anne-Sophie, mais c'est bien de conscientiser vraiment comment tout est parti et a été nourri par la jeunesse. Dans ce contexte des marches mondiales pour le climat portées par la jeunesse, c'était assez historique. Je leur cède la parole de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Lolita Kouchen. J'étais une étudiante d'Émilie dans son master et je fais partie de la campagne de jeunesse dont on va vous parler maintenant. Et maintenant, actuellement, je suis aussi chargée de plaidoyer au Centre national de la mer en France métropolitaine. Et Alti qui est avec moi. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Altinaï. Également, j'étais une étudiante de Émilie dans son master à Sciences Po Rennes à Caen sur le droit des générations futures. Et avec Lolita, pendant notre parcours étudiant, on va tout vous raconter, mais nous sommes investis dans World Youth for Climate Justice. Et maintenant, nous avons des travails et je suis chargée de campagne pour Greenpeace Luxembourg. On va essayer d'organiser notre présentation avec différentes parties, mais avant tout, on voulait quand même revenir sur l'historique de cette campagne et essayer de vous expliquer quel était le rôle de la jeunesse dans cette campagne. Donc, je pense que d'autres intervenants
vous auront expliqué leur rôle particulier dans cette campagne, mais c'est important d'avoir un petit peu l'historique pour pouvoir après vous raconter la suite. Donc, c'est 27 étudiants de la faculté du droit de l'Université du Pacifique du Sud qui ont constaté qu'un avis consultatif à la Cour internationale de justice était la voie la plus légitime, la plus efficace et la plus diplomatique pour clarifier les implications juridiques du changement climatique au regard du droit international et vis-à-vis des États. Et en 2019, ils ont décidé de lancer donc ce mouvement au nom de Pacific Island Students Fighting Climate Change. Et ils sont allés chercher du soutien auprès des îles du Pacifique et notamment du Vanuatu. Et en 2020, inspiré par la campagne menée par les Pacific Island Students Fighting Climate Change et reconnaissant aussi la nécessité d'un mouvement mondial, des jeunes se sont organisés autour de World Youth for Climate Justice. Et donc, dans les régions respectives, chaque membre a œuvré pour obtenir le soutien des États et a rejoint l'initiative des étudiants et a appelé au sein des institutions internationales cet avis consultatif. Nous sommes donc un mouvement global de jeunesse, jeunesse qui, dès le départ, donc, comme vous l'aurez compris, était au cœur de la procédure et de ses enjeux. Comme vous le savez sûrement déjà encore, mais en 2021, le gouvernement du Vanuatu a annoncé officiellement qu'il acceptait de mener l'action diplomatique, donc de porter la campagne diplomatique au sein des institutions de l'ONU. Et en 2023, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution pour demander cet avis consultatif. Cette campagne, ça a été à peu près 1500 organisations de la société civile qui se sont réunies, mais qui se sont surtout réunies autour de cette jeunesse, donc de World Youth for Climate Justice et des Pacific Island Students Fighting Climate Change. Et donc, on a pu suivre chaque étape de cette campagne du début à aujourd'hui, cet fameux avis qui a été rendu cet été à La Haye. Et donc, je vais laisser Lolita vous expliquer un peu qui est plus spécifiquement World Youth for Climate Justice. Alors, donc pour dire quelques mots pour comprendre qu'est-ce que c'est l'organisation World Youth for Climate Justice. Donc comme l'a très bien dit Alti, c'est une campagne internationale qui s'est créée en soutien au Pacific Island Student Fighting Climate Change en 2019, dans l'idée donc de saisir la Cour internationale de justice, etc. Donc notre mouvement, pour vous donner un petit peu du contexte sur son organisation et son fonctionnement, on est structuré, donc on a un mouvement mondial de jeunesse structuré en différents fronts continentaux. Donc on a par exemple un front Europe, un front Amérique du Sud, un front Asie, etc. Et l'ensemble de ces fronts ont un petit peu un axe stratégique et un axe stratégique de campagne qui est l'idée par le Steering Committee, qui permet de donner cette direction. Et donc cette fameuse direction, il y a eu 3 grandes phases de la campagne qui ont été définies. Une première phase qui était faire en sorte que la Cour internationale de justice soit saisie, donc que la résolution soit votée à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour ça, il a fallu faire tout un travail de plaidoyer auprès des États pour faire en sorte qu'ils votent oui, et que la question soit ambitieuse. Et puis une phase 2, qui était la phase de la procédure, une fois la Cour saisie, où encore il y a eu tout un travail de plaidoyer dans chaque pays, dans chaque continent, pour faire un travail auprès des pays pour que leur contribution auprès de la Cour soit la plus ambitieuse possible, et qu'ils contribuent quand ils avaient pas forcément les moyens ou les ressources de le faire. Et puis la dernière phase qui commence à peine maintenant et qui se structure maintenant que l'avis a été rendu, il s'agit de se mobiliser et d'utiliser cet avis pour que ils prennent pleine ambition. Voilà. Et donc nous, plus spécifiquement avec Alti, on s'est engagé dans le front Europe, mais en France très spécifiquement, puisque notre engagement il a commencé en 2022, pendant la phase 1 de la campagne, donc on était encore dans convaincre les États de voter oui à l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous, on l'a fait dans le cadre d'un module projet, donc d'un projet universitaire en première année de master, le master d'Émilie. Et donc l'objectif à ce moment-là, c'est pour nous en France d'obtenir, connaître la position de la France en fait, et au mieux qu'elle soit en faveur du vote à l'Assemblée générale.
Donc dans ce cadre-là, on a fait plein de choses, mais notamment on a réussi à publier une tribune dans Le Monde qui appelait la France à voter oui et à déclarer publiquement sa position. On a aussi pu créer des liens avec tout le Front européen grâce à un Capacity Building Camp qui nous a permis d'en savoir autant que vous aujourd'hui sur cette campagne et de bien comprendre dans quoi on s'inscrivait. Et en fait, on a été tellement enthousiasmés par cette campagne, et ça faisait tellement sens pour nous, qu'on a poursuivi cet engagement de manière volontaire en deuxième année de master, où tout s'est un petit peu accéléré, puisque la résolution a été votée, et on a commencé à faire un plaidoyer, essayer de monter un plaidoyer auprès de la France pour qu'elle ait une contribution ambitieuse. Et pour ça, on a réussi à créer des liens avec tout un écosystème en France métropolitaine, à partir à la COP28, à faire des rencontres avec différents décideurs, à publier une nouvelle tribune dans Le Monde après la COP, parce qu'on n'était pas forcément satisfaites. Suivre aussi un avis un petit peu similaire au Tribunal international du droit de la mer et à publier des analyses dessus, etc. Le tout accompagné et soutenu par Émilie et sa chaire universitaire de l'époque, la chaire Normandie pour la paix, et qu'on remercie beaucoup pour ça. Et actuellement, on est encore engagé, on poursuit cet engagement dans la phase 3 qui est en pleine construction. Donc on attend encore de voir comment ça va se traduire en France métropolitaine. Mais en tout cas, on a la chance de pouvoir se rendre à La Haye et d'assister à la vie en direct. On a bien pleuré ensemble à ce moment-là et c'était hyper émouvant de pouvoir revoir les étudiants du Pacifique, l'ensemble des gens avec qui on travaille en Europe mais qu'on voit pas tous les jours. Et voilà, d'avoir cette communion autour quelque chose qui aboutit après plusieurs années. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et on espère faire des belles choses avec cet avis qui est super ambitieux et qui est super. Voilà. Et notamment, en plus, maintenant qu'on a toutes les deux des travails, l'idée aussi c'est de continuer de diffuser un narratif sur cette campagne et de continuer à la faire vivre. Et notamment Alti qui arrive à très bien gérer les deux casquettes puisqu'elle est chargée, elle vous l'a pas dit, mais elle est chargée de campagne à Greenpeace Luxembourg. Bravo à elle. Et elle a réussi à être à La Haye avec les deux casquettes pour aussi continuer à diffuser au sein de Greenpeace tout ce récit et toute l'importance de cet avis. Et voilà. Et je la laisse parler de l'après. Oui, et quand on parle de la vie, c'est toujours important maintenant qu'il est diffusé et que tout le monde sait de quoi il s'agit, justement de remettre la jeunesse aussi à l'origine de cette campagne et de rappeler tout l'engagement qu'il y a eu autour et que c'est aussi à nous en tant que jeunes aujourd'hui de pouvoir s'en saisir. Et donc tout l'intérêt de la phase 3 que Lolita vient de très bien vous expliquer. Donc là, on a un moment un peu spécial parce que la vie a été rendue il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, mois. Et comme vous l'avez compris, c'est un avis très ambitieux avec beaucoup d'axes juridiques à explorer et notamment aussi un plaidoyer politique à mener à la COP 30 à Belém pour venir auprès des États avec cet avis consultatif qui peut peser beaucoup d'un poids diplomatique, politique et juridique sur les négociations. Et donc aujourd'hui, les Pacific Island Students Fighting Climate Change et World Youth for Climate Justice, on est en réorganisation de stratégie pour savoir comment on a envie de mener cette phase 3. Et pour ça, vous êtes évidemment les bienvenus à nous rejoindre dans cette aventure. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous impliquer. Donc déjà, c'est rester informé, donc nous suivre sur les réseaux, nos Instagram, LinkedIn aussi, on est très actifs, que ce soit du côté Pacifique ou du côté de World Youth for Climate Justice. On vous invite à continuer à vous familiariser avec cette campagne pour pouvoir transmettre l'envie aux jeunes autour de vous, cet espoir qui, nous, on a pu vivre, mais que cet espoir est aussi l'espoir de toute la jeunesse, que ce soit pour le changement climatique ou pour d'autres problèmes environnementaux. Cette campagne, elle a bien montré qu'avec des rêves qui peuvent paraître parfois complètement fous, complètement ambitieux, et on peut faire complètement bouleverser le droit international voilà, avec un peu d'organisation et beaucoup de volonté. Nous, on dit qu'on est des stubborn optimistes et je pense que ça nous qualifie bien. Donc, on vous invite à rejoindre cette aventure. Il y a un documentaire qui a été fait aussi pour montrer un peu l'implication de la jeunesse dans cette campagne. Il y aura une projection à Nouméa le 26 septembre. Donc, on vous invite à aller voir ce documentaire. Et si vous avez envie de vous engager personnellement dans cette campagne, n'hésitez pas à nous écrire à moi et Lolita et on pourra vous introduire aux personnes contacts autour de vous, suivant vos envies et ce dont vous avez envie d'accomplir pour cette phase 3 de la campagne et donner à l'avis consultatif une réalité très concrète dans vos territoires et avec les enjeux qui sont les vôtres. Et bien, j'espère que cette présentation aura été claire.
n'hésitez pas à nous contacter et à poser à Émilie toutes vos autres questions. Merci beaucoup. Au revoir. Elle vous plairait, hein, mes étudiantes, elles sont sympas, hein. Bah voilà, ça fait immensément plaisir. Donc, vous l'avez bien compris, hein, module projet, première année de master. Bon, alors, vous allez voir le ministère des Affaires étrangères. Vous allez faire votre plaidoyer pour voir quelle est la position de la France. Et puis, bah, votre travail, c'est de les convaincre à voter oui. Oui, madame. Et pendant les examens de Sciences Po, qui n'ont pas les plus faciles, elles ont publié la tribune dans Le Monde en annonçant officiellement la position de la France. Et en fait, si vous avez bien compris, chaque étudiant de chaque pays devait faire cette mission impossible qu'ils ont acceptée. C'est beau la jeunesse, c'est inconscient, donc ça y va, non, je plaisante. Ça a la jeunesse et ça a la force et l'énergie d'y aller. Eh bien, le fait est que le jour J, le jour du vote, ça a été voté à l'unanimité. Les jeunes de What You for Climate Justice étaient là. Moi, j'étais aussi à l'étage. C'était extrêmement émouvant. Donc, on arrive bientôt à la fin. Après, je vous montrerai d'autres petites choses. Bien sûr, on va faire un temps d'échange. Je sais que ça fait quand même beaucoup à écouter. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé des vidéos courtes. Pour les étudiants, vous n'avez pas besoin de passer à travers moi. Tout se fait en auto-organisation. Bien sûr, je peux vous introduire à Altinaï et à Lolita, mais comme elles vous l'ont dit, vous allez directement sur le site internet et en venant ici, mon objectif, c'était de planter une graine dans cette faculté de droit pour que vous rejoigniez Pacific Students Fighting for Climate Change parce que ce sont surtout des anglophones, il manque des francophones dedans. Donc on va maintenant enchaîner avec Eman que je vais bientôt retrouver à Abu Dhabi. Il va vous expliquer, lui, au nom de la Commission mondiale du droit de l'environnement, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, quel travail a fait cette commission. Il va vous l'expliquer bien mieux que moi. C'est 8 minutes, les vidéos. Maintenant, elles sont beaucoup plus courtes que les autres. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les co-organisateurs de cet important événement, en particulier mon amie Émilie Gaillard, qui a assuré la direction scientifique de cette importante conférence. Je m'appelle Ayman Chelkaoui, je suis vice-président de la Commission mondiale du droit de l'environnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature et directeur du Centre international Hassan II de formation à l'environnement. Le Centre international Hassan II de formation à l'environnement est le bras académique de la Fondation Mohamed VI pour protection de l'environnement, présidée par son Altesse royale la princesse Al Hasna. Nous œuvrons ainsi à partir du Maroc pour l'éducation et le développement durable tout au long de la vie. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, quant à elle, a été créée en 1948 et c'est le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde. Ses membres incluent des gouvernements, ONG, organisations de peuples autochtones, ainsi que des experts issus de plus de 160 pays. Ces commissions s'appuient sur plus de 17 000 spécialistes à travers le monde. Le congrès de l'UICN a lieu tous les 4 ans et le prochain a lieu dans quelques semaines à Abu Dhabi. La Commission mondiale du droit de l'environnement, CMDE, est l'une des 7 commissions de l'UICN. Elle œuvre à développer le droit et les politiques environnementales et à en renforcer la mise en œuvre, notamment grâce aux bonnes pratiques et à des stratégies intersectorielles de conformité et de mise en œuvre. Elle promeut l'état de droit environnemental à l'échelle mondiale, particulièrement dans les pays qui cherchent à améliorer leur système juridique et de gouvernance. Elle vise à renforcer les capacités des gouvernements, du pouvoir judiciaire, des procureurs, des facultés de droit et d'autres parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre du droit de l'environnement. La CMDE est un réseau mondial de plus de 1500 experts en droit et en politique de l'environnement issus de toutes les régions. Elle est dirigée par sa présidente, Christina Voigt, et un comité directeur. Son travail substantiel est porté par 8 groupes spécialisés et 4 groupes de travail. Les groupes spécialisés traitent de la biodiversité, du changement climatique, des jeunes professionnels, de l'éthique, de l'océan, de la paix, sécurité et conflit, des sols, de l'agriculture durable, ainsi que de l'eau et des zones humides. Les groupes de travail, quant à eux, s'attachent à l'élaboration d'une loi cadre sur la forêt, à l'accord sur la pollution plastique, à l'Institut judiciaire mondial de l'environnement et au droit de la nature. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur un moment précieux où le droit international, la science et l'intérêt général se sont alignés, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les obligations des États en matière de changement climatique et l'engagement de l'UICN et en particulier de la CMDE dans la grande salle de justice de La Haye.
En juin 2023, donc, la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, a autorisé l'UICN, à sa demande, à participer à la procédure consultative relative aux obligations des États. La Cour a estimé que l'UICN était susceptible de fournir des informations utiles aux questions posées par l'Assemblée générale. L'UICN a donc pu soumettre à un mémoire écrit des observations, également de manière orale, à ce sujet. Ces apports ont été coordonnés par la CMDE sous la direction de sa présidente, Christine Avoit. Une grande partie de ce que je vais vous dire a été développée de manière plus détaillée lors d'un webinaire organisé par la Commission le 22 août dernier et qui a réuni une grande partie de celles et ceux qui ont vécu cette aventure. Francesco Sinico, coprésident du groupe spécialisé sur le droit du climat, Gretel Aguilar, directrice générale du ICN, Christine Avoit, ainsi que des membres de l'équipe et des contributeurs tels que Caroline Foster, Margaret Young, Nilufer Oral, Karina Herry, Haru Van Hanselt et Anna Kasselis et d'autres collègues qui, pendant plus de 2 ans, ont travaillé bénévolement, souvent des heures improbables, pour préparer les mémoires et plaidoiries. Pourquoi cet avis est historique ? Comme l'avait rappelé Gretel Aguilar à cette occasion, l'avis rendu le 23 juillet 2025 est un jalon majeur pour le droit international, la justice climatique et la protection des peuples et de la nature. Il confirme que les États ont l'obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. La Cour s'est appuyée non seulement sur les traités climatiques, mais aussi sur le droit international des droits humains, le droit de la mer, la Convention sur la diversité biologique et le droit coutumier, tout en affirmant un devoir de coopération. La Cour a clarifié l'accord de Paris, les CDN, NDC en anglais, ne sont pas laissés à la totale discrétion des États. Chaque État doit agir avec diligence pour refléter son ambition la plus élevée et la mise en œuvre des CDN est une obligation de comportement. Pour l'UICN et la CMDE, c'est aussi un moment institutionnel fort. C'est la première appréhension de l'Union devant la Cour internationale de justice après une année marquée par 3 avis consultatifs climatiques. Et dans ce cadre, Christine Avoit avait mis en avant 7 éléments au titre de cet avis. Il s'agit d'une nouvelle ère pour la Cour et le droit international. Il s'agit d'un avis consultatif, mais des obligations contraignantes qui influenceront aussi bien les négociations que les tribunaux nationaux. Les États doivent faire le maximum pour réduire les émissions et protéger les puits de carbone sur la base de multiples sources juridiques. Une interprétation rigoureuse de l'accord de Paris, précisant les obligations de résultat et de conduite en comportement liés au CDM. Les droits humains sont centraux, incluant le droit à un environnement propre, sain et durable. Le droit de la mer, la Cour a aligné sa jurisprudence sur celle du Tribunal international du droit de la mer. La règle de prévention du dommage transfrontalier s'applique au climat, assortie d'une véritable boîte à outils de diligence requise, meilleures données scientifiques, précautions, études d'impact, notification, concertation, etc. Quid des combustibles fossiles ? Pour la première fois, la Cour internationale de justice a explicitement abordé la production, les licences et les subventions aux combustibles fossiles et indiqué que aucune nouvelle expansion n'est compatible avec l'objectif de 1,5 degré. Les projets majeurs doivent faire l'objet d'évaluations d'impact environnemental et de consultations. La poursuite de la production et des subventions peut constituer un acte internationalement illicite. La Cour a en outre rappelé que le droit coutumier lie tous les États, y compris les non-parties au traité climatique. Elle a aussi intégré la biodiversité dans le système climatique, reliant obligations climatiques et Convention sur la diversité biologique, Cadre mondial de la biodiversité de Comines-Montréal et l'accord sur BBNG, sur la biodiversité en haute mer. Elle a reconnu que la restauration des écosystèmes peut être à la fois une mesure d'atténuation et d'adaptation. La Cour a confirmé la pertinence du droit à un environnement propre, sain et durable et ouvert la porte à davantage de contentieux climatiques fondés sur les droits humains. Mais la véritable épreuve sera la mise en œuvre dans les lois, les budgets et les CDN à venir. L'avis renforcera les discussions à l'Assemblée générale de l'ONU, à la COP30 au Brésil et au-delà. La Cour a également souligné, et je sais que ma chère amie Émilie Gaillard est particulièrement sensible à ce point, que les intérêts des générations futures doivent être pris en compte. Finalement, dans son dernier paragraphe, la Cour a qualifié le changement climatique de programme existentiel d'ampleur planétaire et a rappelé que le droit international n'est qu'une partie de la solution. La volonté et la sagesse humaine doivent accompagner le droit pour transformer nos habitudes et assurer un avenir digne à celles et ceux qui ne sont pas encore nés. Ce n'est pas seulement une obligation juridique, c'est une question de survie, de solidarité et de justice.
La Cour a parlé avec clarté. À nous maintenant de transformer les normes en actions concrètes, l'ambition en mise en œuvre et le droit en bouclier vivant pour les peuples et la nature. Je vous remercie de votre attention. Avec la plupart de ces personnes, on va se retrouver bientôt à Abu Dhabi au congrès mondial de l'UICN sur la nature qui a lieu tous les 4 ans. Donc il y a 3 jours de forum où on va vraiment être confronté au meilleur état des connaissances scientifiques disponibles. Justement, on va vraiment faire le point sur les nouvelles connaissances. Moi, c'est à l'occasion de ces congrès-là que j'avais appris non pas le phénomène d'acidification des océans, mais de déoxygénation de parties entières de l'océan. Bon, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, je vous l'avoue, mais pour faire face aux défis, il faut être capable de voir cette réalité sans être dans le déni. Il y a beaucoup de choses qu'Eman a dit. Je pense que progressivement, vous avez compris les différents jalons qui font de cet avis quelque chose d'historique. Moi, j'ai vu vraiment dans les coulisses la diplomatie, la campagne de diplomatie que Anne-Sophie Duvivier a expliqué, c'est-à-dire les jeunes qui convainc leur ministre des Affaires étrangères du Vanuatu, qui du coup constitue un core group avec différents États, dont le Commonwealth, dont le Costa Rica, et ce brainstorming, c'est vraiment ce travail en commun. Puis tous les professeurs de droit, on a tous apporté notre petite graine. Donc les étudiants, on les envoyait au front, ils ont fait ça, et entre eux, ils travaillaient en autonomie, Et ça a fait cette résolution votée à l'unanimité. Les jeunes étaient tous à La Haye, donc dans le film qui va être diffusé demain à la CPS. Donc j'ai pas plus d'informations que ça, je l'ai vu sur le site internet. Donc demain à la CPS, c'est diffusé, et je vous montrerai peut-être le trailer tout à l'heure. On n'a plus qu'une vidéo et je vous ferai les propos conclusifs. Ça va ? Ça vous intéresse toujours ? Donc on a eu l'explication de la campagne diplomatique en travail étroit avec les ONG, les scientifiques, les universitaires, ce qui s'appelle la diplomatie scientifique. On a vu comment les jeunes ont travaillé, on a vu comment des experts de haut niveau, aussi pour eux c'était la première fois, pour la Commission mondiale du droit de l'environnement. Et bien maintenant on va écouter Cameron Diver qui va expliquer comment lui qui dirige le programme de conservation des îles, va se présenter lui-même à nouveau. Comment, en tant qu'à la tête d'une ONG internationale, il analyse l'apport de la Cour internationale de justice, parce que bien sûr, comme dans toute avancée, il y a toujours des personnes qui vont dire mais non, c'est pas du tout historique, vous maîtrisez mal le droit international. Mais là, vous avez compris que c'est une dynamique d'ensemble, et on met de côté les égos. C'est pas les égos, c'est que de la collaboration du début à la fin, de la collaboration entre les jeunes, la collaboration entre les professeurs, la collaboration entre les juges, les collaborations entre différents systèmes en même temps. Alors maintenant, Cameron va être l'avant-dernier présentateur. Bonsoir, je suis Cameron Diver, vice-président de l'ONG internationale Island Conservation, et je suis vraiment ravi d'être là avec vous et de pouvoir contribuer quelques perspectives sur l'importance de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice pour la société civile internationale, et en particulier pour des ONG comme la mienne, qui sont engagées dans la conservation, la préservation, la gestion durable de la nature. Alors, cet avis consultatif rend possible beaucoup de nouveaux usages, crée des leviers et ouvre des perspectives stratégiques pour des ONG, pour des mouvements citoyens et pour des communautés locales. En particulier, par exemple, je pense d'abord à tout ce qui est le renforcement des arguments juridiques dans la plaidoirie et le contentieux climatique. Les acteurs de la société civile peuvent aujourd'hui invoquer cet avis pour renforcer des dossiers de contentieux climatique ou environnemental, que ce soit devant des tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux, et se baser sur des obligations qui ont été identifiées par la Cour internationale de justice et qui font partie maintenant de ce corpus juridique d'influence particulière pour obliger, pour pousser des États ou des juridictions nationales à prendre des mesures plus ambitieuses ou juger par exemple que les politiques actuelles sont insuffisantes. En termes de pression politique et de plaidoyer, cet avis légitime le discours selon lequel l'action climatique est vraiment une obligation et pas une option. Pour les organisations de la société civile, cela offre un fondement beaucoup plus solide au mouvement, par exemple, de justice climatique pour faire pression
sur des gouvernements, sur des acteurs du sphère publique et du sphère privée, pour qu'ils adoptent ou qu'ils renforcent les lois, les politiques, les réglementations, les financements et les actions qui sont prises derrière pour rendre réels et tangibles des engagements qui parfois ne sont pris que sur le papier ou dans un discours. La société civile internationale peut également utiliser cet avis dans des campagnes de sensibilisation pour faire mieux comprendre au grand public ce que le non-respect des engagements climatiques peut entraîner comme responsabilité et comme conséquence pour davantage mobiliser l'appui populaire. Ce qui est très intéressant également, c'est que l'avis a souligné que les obligations ne se limitent pas au traité climatique, mais tirent aussi leur fondement, une partie de leur fondement, de la coutume internationale, des droits humains et d'autres branches du droit international, tel le droit de la mer, le droit sur la biodiversité, le droit environnemental international. Donc cela veut dire que les États sont obligés à penser l'action climatique de façon beaucoup plus large, de façon transversale, ce qui rejoint encore une fois ce que l'on a constaté depuis un moment, c'est que des grands agendas de développement, biodiversité, océan, climat, sont en train de converger, et cet avis-là le démontre très clairement sur le plan juridique, et là maintenant sur le terrain, cela permet de prendre des actions coordonnées et intégrées pour essayer de répondre en même temps à cette triple crise de lutte contre le changement climatique ou des effets nocifs du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de la santé de l'océan. Derrière, ce que l'on voit aussi, c'est un effet de catalyseur pour des actions au niveau national. Maintenant que l'on a cet avis consultatif, dans de nombreux pays, on pourra l'utiliser comme un fondement, soit pour adopter de nouvelles lois nationales en matière de climat et d'environnement, soit de renforcer ce qui existe déjà. Et la société civile a un rôle à jouer, encore une fois, d'influence, de plaidoyer auprès des parlementaires, des juridictions nationales, des régulateurs, pour que ces acteurs-là de la vie publique s'alignent sur les obligations internationales telles que décrites par la Cour internationale de justice. Cela vaut également pour le plaidoyer et l'influence qui peut être exercée sur l'industrie, les acteurs économiques qui tirent une partie de leurs bénéfices du monde naturel et qui ont également une responsabilité pour protéger le système climatique, pour protéger la biodiversité et la nature, pour à la fois de-risquer leurs investissements, mais également pour la gestion durable de ces éléments du monde naturel qui sous-tendent l'avenir d'une vie durable sur Terre. Ce qui va être un élément clé pour les ONG également, c'est ce que cela va nous permettre de faire en termes de développement d'actions tangibles. C'est un levier aujourd'hui pour mobiliser des financements supplémentaires. Sans financement, il n'y a pas d'action. Donc, le fait que l'avis est reconnu que les États ont une obligation de coopérer et de soutenir les pays et les communautés vulnérables, cela peut se traduire par la nécessité de créer des contributions financières supplémentaires ou de les accroître ou de les rendre plus accessibles. Et dans ce cadre-là, la société civile internationale a un rôle à jouer, non seulement pour aider à identifier des domaines dans lesquels on peut réellement agir, pour que nos projets, par exemple, contribuent directement à l'exécution de ces obligations pour protéger l'environnement, pour prévenir les dommages futurs, pour respecter les droits humains, mais aussi pour influencer le niveau d'ambition financière, si vous voulez, que les États mettent derrière. On voit aussi qu'il y a de nouveaux
de nouveaux projets de conservation et d'adaptation et d'atténuation qui peuvent être développés. Des projets de conservation fondés sur la nature, que ce soit des aires protégées, la restauration d'écosystèmes critiques, comme pour mon organisation, la restauration et la préservation et la gestion durable d'écosystèmes insulaires, terrestres et marins. Comment peut-on faire tout cela dans le cadre de cet avis-là et démontrer que cela contribue très directement à l'adaptation au changement climatique, à la préservation des identités face aux risques générés par le réchauffement de la planète. Comment peut-on faire pour développer de nouvelles actions qui montent en échelle pour que l'on ait la masse critique d'actions qui répondent au niveau de la menace qui existe aujourd'hui. Bien évidemment, on a parlé de solutions basées sur la nature. Cet avis-là, c'est absolument essentiel pour investir dans la nature comme non seulement une victime du réchauffement climatique, mais également l'une des grandes solutions de lutte contre le réchauffement climatique, de lutte pour l'adaptation et de lutte pour l'atténuation. Si on ne prend que l'océan, par exemple, l'océan, un océan en bonne santé, un océan protégé qui se régénère, c'est probablement la plus grande solution basée sur la nature que l'on ait pour lutter contre le réchauffement climatique et s'assurer un avenir durable. On a la possibilité aujourd'hui, sur la base d'arguments en matière de droits humains, de développer des projets communautaires de participation, d'information, d'éducation, d'action où les communautés locales, les communautés insulaires, autochtones, locales deviennent de nouveau de véritables acteurs à la fois de leur avenir propre, mais également des acteurs de solutions qui peuvent être montrés au reste de la planète pour démontrer que cela marche, que cela fonctionne. Tout ce qu'il faut, c'est l'adapter, le transposer et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de ce type de solutions autour de la planète. On voit aussi que cet avis-là, pour la société civile internationale, peut être un outil pour de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats. Cela encourage, comme je l'ai déjà dit, une vision intégrée, climat, biodiversité, océan, droits humains. Cela permet, en fait, à travers ces alliances et ces partenariats, de développer des projets multithématiques, pluridisciplinaires, qui peuvent attirer des financements croisés. Par exemple, un projet qui combinerait pêche durable, conservation marine et adaptation au climat. Et là encore, en adoptant cette approche intégrée, on essaie d'avoir un effet multiplicateur qui au lieu d'avoir 2 plus 2 qui égale 4, en fait 2 plus 2 ça peut égaler 6 parce que cet effort intégré permet plusieurs angles d'attaque et une multiplication des bénéfices au lieu d'avoir une approche uniquement par thématique qui ne permet qu'une solution par thématique. Je pense aussi que pour la société civile, on a un rôle absolument critique à jouer à l'avenir, au-delà du travail sur le fond, pour continuer à mettre en lumière ce que sont ces responsabilités identifiées, ces obligations identifiées par la Cour internationale de justice. On a un rôle quelque part pas de contre-pouvoir, mais de conscience environnementale. On a un rôle de plaidoyer constant, un rôle qui essaie d'influencer dans le bon sens les politiques publiques et les actions de l'industrie et du secteur privé pour que l'ensemble converge pour relever le défi et pour, encore une fois, transitionner d'engagements qui sont pris lors de chaque grande conférence, lors de chaque conseil d'administration, et de transformer ces engagements-là en des actions et en des financements tangibles pour arriver à l'objectif de réduire les effets nocifs du changement climatique, d'arriver à net zéro, de prendre la transition écologique et à travers notre action, d'insérer l'écologie, la conservation, la protection, la préservation, la gestion durable de la nature comme un élément central de l'économie bleue, de l'économie verte et de l'économie tout court à l'avenir, parce qu'encore une fois, protéger la nature,
c'est dérisquer les investissements, c'est créer des possibilités d'emploi pour l'avenir et c'est préserver notre capital naturel pour notre génération, pour les générations futures, mais aussi comme le socle fondamental d'un avenir durable pour la planète. Merci. Bon, on va arriver un peu au terme de la conférence. C'est pas tout à fait fini, mais pour rebondir sur ce que disait Cameron Diver, ça va vraiment impulser des dynamiques dans plusieurs directions au niveau des sciences économiques. En anglais, on dit l'idée ce serait de passer de business and nature en business for nature, donc transformer les sciences économiques au profit de la protection de l'environnement. Il y a aussi des collègues qui travaillent sur l'idée selon laquelle le doute doit profiter à la nature, in dubio pro natura. Bien évidemment, le principe de précaution a vocation à être complètement consacré et encore plus développé avec beaucoup plus d'audace que jusqu'à présent. Là, on a dit qu'en 2011, c'était l'ambassadeur de Palau qui avait eu cette idée-là. Entre 2011 et, on va dire, 2019, Tony Oposa a considérablement travaillé là-dessus. Je me disais que ça pouvait être sympa pour les étudiants, puisqu'on a eu donc Soraya Kelfi est là, il manque Anaïs Hott et Maïssa, Asia, pardon, qui ne sont pas là, qui ont remporté le concours de débat international francophone. Je vais juste vous montrer pour 3 minutes une immersion donc dans une expérience qui s'appelle le Tony Oposa Intergenerational Moot Court qu'on a tenu en marge du Congrès mondial de l'UICN en 2016 qui se tenait à Hawaï. Et donc vous allez voir qu'on a emmené les étudiants devant la vraie Cour suprême de Hawaï, plaider quoi? Plaider devant la Cour internationale de justice sur quelles sont les obligations des États en matière climatique. C'était en 2016, une expérience de pédagogie. Alors par contre, c'est en anglais, 3 minutes, et j'ai mis les sous-titres normalement. Please rise. Hear ye, hear ye, hear ye. The International Court of Justice is now in session. Please be seated. All right, once again, good afternoon and aloha, and I'd just like to give a few brief words of welcome before we begin our program. And on behalf of the Hawaii Supreme Court, I'd like to welcome you all here to Iolani Hale, as our building is known. It's been the home of the Hawaii Supreme Court since 1874. During that period of time, as you might imagine, we've had many important and significant events and arguments take place in this building, and I think this one will rank right up there with the best of them and most significant of them. We're so honored to have this event here today and be able to participate in the Intergenerational Climate Justice Moot Court and to honor attorney and professor Tony Oposa. Without further ado, we will begin with the formal convening of the proceeding, and I will hereby convene this panel as President of the International Court of Justice. The General Assembly of the United Nations has requested an advisory opinion from the International Court of Justice, and the question before the court today is, what is the responsibility under international law of states to address the global climate crisis for the benefit of present and future generations of humankind? The court has requested that 6 regional intergovernmental organizations furnish information on this question. And we're in receipt of written memorials or briefs from the European Parliament, the Organization of American States, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Alliance of Small Island States, the Arab League, and the Association of Southeast Asian Nations. And we'll begin today representing the European Parliament, Leah Lacam. Mr. President, distinguished members of the court. Donc ça, c'était une première expérience. Donc c'est quand même chouette de se dire qu'en 2015-2016, on travaillait dans les salles de classe à préparer les étudiants. Donc maintenant, Léa, elle est avocate. Une autre est devenue professeure de droit à Cebu, aux Philippines. D'autres ont fait partie de la campagne. Donc 9 ans avant, on avait fait cette première expérience donc de
pédagogie immersive, donc ce qui s'appelle les moods courtes. Et vous pouvez, il y a différents concours qui existent, vous pouvez toujours en créer un, ça existe. Là, c'est une autre expérience. Ça me fait plaisir de convier les expériences menées avec les étudiants, c'est pas par rapport à moi, mais là c'est une université d'été qu'on a fait avec la chaire Normandie pour la paix. Comme vous savez, j'ai dirigé scientifiquement avec Tony Opposa, le professeur Robinson, une chaire d'excellence CNRS dédiée à la paix avec la terre, la promotion du droit des générations futures et notamment, parmi beaucoup d'autres choses, cette question de la promotion de cet avis consultatif. Juste une explication. 3 jours de formation intensive sur le droit des générations futures, le droit des peuples autochtones. Et ensuite 2 jours de négociation sur le format modèle des Nations Unies. Donc là, chaque étudiant présentait des États différents. Ils venaient de tous les continents. C'était essentiellement en anglais. Et ils devaient négocier cette fameuse résolution que l'Assemblée générale des Nations Unies devait adopter. Donc ça, on l'a joué en simulation au mois de septembre. Il y avait l'ambassadeur Odo Tevi qui avait ouvert. Moi, je jouais, je crois, le secrétaire général des Nations Unies. Donc, on avait mis la tour du secrétariat général derrière. On a fait une interview avant. Bref, on a fait un jeu de rôle et c'était très sympa. Bon, j'espère il y a un autre documentaire, mais j'avais pas le temps de faire la sélection. Là, on voit vraiment la célébration et la réaction des étudiants. C'est vraiment pour voir comment, en fait, avec une université d'été, on peut galvaniser, former, parce que de toute façon, tous ces mouvements, on peut pas y arriver en dehors de la collaboration, mais surtout des jeunes et des futurs professionnels. The last 5 days have been absolutely incredible. Especially today, engaging with the politics between nations, negotiating, developing policy. I'm sure I'm in the same boat as many of my colleagues here when I say this is exactly what I want to be doing with my life. No one is going home the same as we arrived. And I'm glad that we can look the climate change with hope. So thank you all for the organization and for inspiring us to be better every day. So thank you so much. The seeds which you planted in our minds and hearts will rise up and will give their fruits. We are very, very grateful to finally meet the hardworking people that he has been talking about for the past 2 months. Keeping this so diverse and international, I think that's the highlight for me, and I'm pretty sure the others would agree as well. And maybe we can, come back and share, the contributions that we've made moving forward. I must say thank you guys for all the hard work. It's unbelievable how you guys could fit in so much in 5 days. Donc voilà, ces grandes campagnes, outre la diplomatie scientifique, outre le fait que ça engage beaucoup de personnes, il y a aussi derrière beaucoup de formation des jeunes et que c'est votre place. Moi, je vais conclure rapidement. Je vais vous faire une présentation sur l'internormativité du droit des générations futures, mais je pense que vous êtes quand même assez fatigués. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le droit des générations futures, il considère 2 pôles. Il y a 2 pôles. Protéger l'intégrité de la planète, protéger l'intégrité de l'espèce humaine, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent modifier l'espèce humaine, améliorer l'espèce humaine, sans vous demander votre avis, puisque vous ne demandez pas l'avis à un chien posé, donc on ne va pas vous demander votre avis, à vous qui n'êtes pas encore augmenté. C'est le mouvement des transhumanistes, c'est un mouvement sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé. Et ce droit des générations futures, on vient le convoquer quand il y a des risques existentiels. Le fait que ces juridictions ont qualifié le climat comme des risques existentiels, c'est majeur, et ça justifie cette transmutation, cette métamorphose du droit, qui est un droit qui va passer du 2D au 3D, un droit qui va défendre l'avenir de l'avenir, qui est une question complètement nouvelle. Et j'espère que vous aurez pris plaisir à voir toutes ces vidéos. Je sais que c'est un peu tard, donc je ne vais pas faire ma présentation, je vous en fais l'économie. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie du fond du cœur. Je ferai d'autres vidéos pour
le site internet sur le droit des générations futures. Je demanderai à mes étudiants de venir première année, deuxième année, troisième année. On fait notre vidéo tous ensemble. Ah si, je vais garder la vidéo derrière. Merci beaucoup. Je pense que le moment est clôturé. Bonne soirée. Merci encore.